Donc, bonjour tout le monde. Je laisse les gens entrer dans la salle de présentation. Moi, c'est Maxime Sasseville. Je suis stagiaire postdoctoral à l'Université Laval. Je suis aujourd'hui vraiment heureux de vous accueillir pour notre premier webinaire 2021 de l'automne 2021 sur le dossier médical électronique, menaces ou promesses dans l'amélioration continue des pratiques cliniques. On a la chance de pouvoir recevoir aujourd'hui Dr. Antoine Groux et Dr. Jean-Philippe Roy. Je suis également accompagné aujourd'hui de Pamela Tanguay, qui va être ma co-animatrice à partir de cette année, donc cet automne et cet hiver. Puis, donc, c'est elle qui va m'accompagner pour présenter, pour poser des questions à la fin. Elle pourra se faire une petite présentation courte d'elle-même et son rôle, ça va. Puis, elle va, sans plus attendre, vous présenter nos présentateurs plus en détail maintenant. Donc, comme Maxime m'a bien présenté, mon nom c'est Pamela Tanguay, puis je suis doctorante à l'Université de Sherbrooke. Donc, pour présenter nos présentateurs aujourd'hui, nous avons Antoine Groux, qui est médecin et gestionnaire de formation. Il conjugue aujourd'hui ses activités administratives, cliniques, pédagogiques et de recherche. Médecin de famille à la clinique Mézaret, il participe activement au processus d'amélioration continue des pratiques cliniques et organisationnelles. Directeur général d'Alliance Santé Québec, un réseau apprenant de création de valeur et de santé durable. Il contribue à l'émergence d'un système de santé appuyé sur les données, la science et les gens. Enfin, dans ses fonctions de directeur scientifique de l'unité de soutien au système de santé apprenant du Québec, il joue un rôle clé dans la construction d'un système de santé pérenne. Nous avons ensuite Jean-Philippe Roy, qui est médecin de famille depuis 2005 et était préalablement ergothérapeute. Il fait aujourd'hui partie de l'équipe du groupe de médecine de famille universitaire de Mézaret. Il enseigne aussi en tant que professeur de clinique à l'Université Laval. Il a agi comme leader dans des dossiers médicaux électroniques depuis le début de sa carrière. Il est aussi médecin conseil en informatisation sur différentes tables cliniques médicales et pharmaceutiques auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Merci beaucoup, Pamela. Juste avant de céder la parole à nos deux présentateurs, je vais vous rappeler un petit peu comment fonctionne le webinaire aujourd'hui. Donc, il va y avoir une présentation d'environ 40 minutes et une vingtaine de minutes de questions, plus ou moins. Donc, je vais vous rappeler le fonctionnement. Pour poser vos questions, vous avez deux choix. Donc, vous pouvez soit lever la main pour ouvrir votre micro et pouvoir vous adresser directement à nos deux présentateurs, ou simplement et souvent plus facilement par écrit. Donc, tout au long de la présentation, il vous vient une question. Vous pouvez nous la poser dans la section questions de votre panneau de contrôle. On va la recevoir de notre côté et on va pouvoir la reformuler et la présenter à nos présentateurs à la fin de la période. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à professeur Groux et professeur Roy, docteur Groux et docteur Roy. Excusez-moi, j'espère que la double appellation vous a été adéquate pour vous pour la présentation. Merci à tous, on se revoit à la fin. Bonjour, bienvenue à cette présentation. Merci de votre intérêt envers notre présentation aujourd'hui. On veut discuter d'un sujet qui nous a réunis il y a quelques années, Antoine et moi, sur le dossier médical électronique. D'entrée de jeu, moi, j'ai été un médecin qui était en clinique privée pendant plusieurs années et depuis quelques années, donc, je suis en milieu universitaire. Et quand je suis arrivé en milieu universitaire, Antoine et moi avons eu plusieurs discussions sur l'utilisation des dossiers électroniques, notamment sur l'utilisation des données dans les dossiers électroniques. Pour différentes raisons, on avait remarqué qu'il y avait des difficultés chez nos apprenants, puis des fois chez nous aussi, hein, sur l'utilisation des dossiers électroniques. Puis, par la suite, l'idée de l'utilisation des données elles-mêmes pour l'amélioration de notre pratique est rapidement venue, en fait, sur le sujet ensemble. Alors, c'est un peu la mise en bouche qu'on voulait faire dès le départ. Merci Jean-Philippe. Bonjour à tous et toutes, effectivement. Puis ce que Jean-Philippe évoque était d'autant plus clé ou important que ça touchait un intérêt que moi j'avais sur l'amélioration continue des pratiques cliniques qui, comme vous vous en doutez, faute de données, ne donne souvent pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose de très mesurable. Alors voilà d'où on part.
Jean-Philippe et moi vous déclarons les autres intérêts suivants qui, à notre avis, ne sont pas des conflits d'intérêts, mais bien des intérêts conjugués. Vous les avez vus et je ne prendrai pas nécessairement le temps de vous les lire. Les objectifs de la présentation, vous avez peut-être vu une certaine confusion. On a ajusté les objectifs. En fait, on a essayé de se coller davantage au public cible que vous êtes. Et par conséquent, on a apporté certaines modifications. Les objectifs, vous les avez donc reçus en amont, peut-être dans une version légèrement différente au départ et puis dans la version actuelle maintenant. Encore une fois, nous ne prendrons pas nécessairement le temps de les relire pour vous, mais on vous invite à les consulter. C'est probablement pour cela que vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, s'améliorer, ça commence par une volonté de s'améliorer. Je profite de mon chapeau de l'unité soutien SSA Québec, Système de santé apprenant du Québec, pour réutiliser un schéma que vous verrez certainement de plus en plus souvent, si vous ne l'avez pas déjà vu, mais qui est un schéma qui, au final, met en lumière quelque chose qu'on fait tous un peu tout le temps. Quand on pose un geste, qu'on a une façon de faire, on se questionne à l'occasion comme humain si ce qu'on fait, c'est la bonne façon de faire, si on pourrait faire mieux. Et quand on veut faire mieux, on essaie d'analyser un petit peu ce qu'on fait. On mesure mieux, bien ce qu'on fait à partir de données. On analyse ces données, on en fait ce qu'on appelle une valorisation, on fait parler ces données, on produit ainsi une connaissance. Et de cette connaissance, de ce reflet, on décide d'améliorer, de changer, de transformer nos façons de faire. Alors, quand on l'applique aux pratiques, ça donne le cycle apprenant que vous avez devant vous à l'instant. Ce qui nous semble ici, Antoine, très instinctif. En fait, ce que tu décris est tout à fait simple dans un modèle théorique. On va essayer de vous expliquer quand même pendant la présentation qu'il y a quelques pierres d'achoppement du point de vue des cliniciens sur ce cycle-là qui n'est pas toujours perçu comme étant valable ou comme amenant une valorisation pour les cliniciens. Absolument. Et l'applicabilité est là dans l'enjeu. Puis dans l'enjeu, de pourquoi est-ce que c'est difficile comme ça en clinique, comme l'évoque Jean-Philippe, c'est souvent qu'on n'a pas nécessairement non plus un but clair devant soi quand on est, en particulier quand on est clinicien, on est dans le soin immédiat aux patients. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on préconise et ce qu'on amène à l'avant-scène dans cette mobilisation, c'est le quadruple objectif, avec lequel vous êtes probablement plusieurs d'entre vous familiers, où évidemment l'amélioration de la santé de la population, c'est au cœur de la préoccupation des intervenants, des cliniciens. Évidemment, améliorer l'efficience quand on parle d'un système pérenne ou qu'on veut pérenne et qui soit encore là dans quelques années, on s'assure qu'il y a quand même une valeur d'efficience à ce qu'on fait. Et deux éléments qui sont peut-être un peu plus exotiques, mais qui parlent beaucoup aux cliniciens. D'abord, l'expérience du patient, les résultats obtenus aussi pour les patients qui, quoi qu'on en dise et qu'on en pense, sont une valeur élevée pour les cliniciens. Et sans compter que s'occuper des cliniciens, et on l'a vu dans la pandémie qui fait rage actuellement comme jamais, la valeur que l'on peut accorder au bien-être des ressources humaines est assez clé. Alors, quand on poursuit ce but, ça devient plus facile de se demander pourquoi est-ce qu'on veut et on peut s'améliorer dans un cycle, comme l'évoquait Jean-Philippe il y a quelques instants. S'améliorer, c'est sûr que ça commence par voir un peu ce qu'on fait. Il y a toute une notion de réflexivité. Voir ce qu'on fait, ça peut aller d'un tableau de bord aussi riche et porteur que celui qu'on voit à gauche, mais qui peut en même temps parfois donner la nausée ou le vertige, et un autre tableau de bord comme celui que vous avez sur la droite de l'écran. Celui qui est à la droite donne probablement moins le vertige, mais je ne suis pas certain qu'il soit très informatif. Et c'est tout là l'enjeu de ce qu'on retrouve en clinique et dans la recherche en pratique clinique, vous l'aurez compris. Ceci nous amène à nous poser la question, dans quelle mesure ces fameux dossiers médicaux électroniques constituent réellement une menace ou une promesse? Et c'est là le cœur de ce qu'on va vouloir discuter aujourd'hui avec vous tous et toutes. Alors, gérer les données, c'est capital dans ce but qui est noble, mais qui est très large, parce que pour gérer des données, toujours faut-il produire des données. Pour produire des données, il faut avoir des outils qui nous permettent de produire des données. Comme il est bien expliqué sur la diapo, en fait, il y a un faible intérêt souvent des cliniciens de produire des données qui ont du sens, malgré que ça ne soit pas particulièrement un défi intellectuel. Les outils qu'on a pour nous aider, par exemple, à saisir des diagnostics sont parfois surprenants.
nomenclatures qui sont utilisées dans le système de santé actuellement sont basées sur certains d'entre vous la connaissent, en fait, la plupart, sur une classification qui s'appelle la CIM-9 ou la CIM-10. Cette classification a été créée il y a de nombreuses années, mais qui n'avait pas nécessairement comme but de valoriser les données. Ça avait un but d'archivage. L'exemple qu'on se plaît à utiliser, Antoine et moi, quand on fait cette présentation-là, c'est le suivant. Comme vous voyez à droite de l'écran, si dans un moteur de recherche diagnostique, vous tapez le mot dépendance, alors la première chose que le système nous propose, c'est dépendance envers un aspirateur. Alors, cette diapo n'a pas été truquée, je vous assure. Pour les cliniciens qui sont dans l'auditoire, vous irez l'essayer dans vos dossiers électroniques et c'est surprenant des fois ce qui sort. Donc, on peut comprendre que ça décourage des fois les cliniciens à saisir des données qui sont utilisables. On utilise moins les fameux champs semi-automatiques dans les dossiers cliniques, dans les dossiers médico-électroniques. Ça rend l'extraction des données fort difficile, voire même impossible à certains égards. Souvent, les cliniciens, de façon très, en fait, par résilience, vont simplement utiliser des champs libres et écrire du texte, ce qui, on va le voir un peu plus tard, n'est pas très utile comme tel. Donc, ça nous amène à l'idée qu'il y a une faible standardisation dans la nomenclature. Heureusement, il y a des travaux qui sont faits actuellement au Québec et partout ailleurs au Canada aussi. Je fais juste en glisser un mot, mais il y a un certain intérêt envers une nomenclature qui sera utilisée, qui a été adoptée par le ministère de la Santé, qui s'appelle la classification SNOMED City, qui est connue un peu partout dans le monde, qui justement vient d'un chercheur québécois de Sherbrooke, et qui a peut-être une plus grande compréhension de ce besoin-là. En fait, nous, on fonde un espoir assez grand que ce soit un obstacle qui soit levé en utilisant SNOMED City. Alors, ce que je retiens, Jean-Philippe, c'est qu'on on comprend ce que c'est qu'une volonté de s'améliorer pour des cliniciens. On comprend qu'on a devant des besoins de tableau de bord, d'information, le souci de s'améliorer qui émane. On réalise que dans un contexte de présentation comme on fait là, on se fait interrompre, mais au-delà de ça, on réalise avec le souci de s'améliorer que la manière qu'on a actuellement dans nos dossiers électroniques de saisir la donnée est désarticulée de ce besoin d'amélioration, ou du moins n'encourage pas les cliniciens à aller de l'avant puis saisir une information qui leur permettrait d'avoir cette information-là. Et le message un peu cynique qu'on a de la part de nos collègues, puis ça, Antoine, on l'a, tu seras là pour en témoigner, on l'a pratiquement au quotidien. Cette diapo-là a été écrite par un chirurgien américain qui dit, ben, en somme, je n'ai pas fait mon cours de médecine pour travailler en tant que personne qui va saisir des données. En fait, ça est reflété dans différentes enquêtes, dont une enquête assez importante en 2018 qui a été faite par le Harris Poll aux États-Unis avec l'Université Stanford, où on concluait, je vous épargne les détails du document qui est fort intéressant par ailleurs, mais qu'est-ce qu'on en conclut sommairement? Ben, à peu près 60% des gens disent que ces dossiers électroniques, ces dossiers cliniques informatiques, il faut les refaire au complet parce qu'ils ne répondent pas à nos besoins. Environ 50% des gens disent, ben, pour moi, un dossier électronique, ce n'est qu'un dépôt d'archives. C'est un peu triste quand on pense comme ça. On n'a pas beaucoup évolué depuis l'âge du papier qu'on a connu il n'y a pas si longtemps, Antoine et moi. Donc, on met de côté un outil qui serait fort utile parce que ça ne répond pas à nos besoins de base, simplement. Si on se rabat sur nos obligations déontologiques, ce que le Collège des médecins nous dit, c'est pas très surprenant. Il nous dit, écoutez, un dossier, il faut que ça soit d'abord et avant tout lisible, sans faire des mauvaises blagues sur l'écriture ou la façon d'écrire des médecins. Ça a été quand même une préoccupation de l'écrire dans un document déontologique. Mais au-delà de la lisibilité, on parle d'un document qui est pertinent, qui est objectif et informatif. C'est très large, mais en fait, c'est quand même des buts qui chapeautent un peu notre propos. Absolument. Et vous allez le voir d'ailleurs, c'est pas parce que c'est dans un dossier électronique, croyez-le ou non, que la donnée colligée par les cliniciens s'est tant améliorée. C'est un peu ironique, mais encore aujourd'hui, on a des dossiers dans lesquels les gens écrivent de façon manuscrite et scannent les notes manuscrites, ce qui est finalement, proprement parlé, encore pire que ce qu'on avait autrefois, parce que non seulement l'écriture est détestable, mais en plus, elle est pixelisée. Alors ça, c'est le premier défaut. Mais en dehors de ça, ce qu'on réalise, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve des moyens
d'amener dans les dossiers certaines données automatiques pour essayer de pallier ce défi pour les cliniciens. Vous voyez un petit robot sympathique qui vient à la rescousse des cliniciens. On a de plus en plus de systèmes d'alerte automatique qui vont informer les cliniciens et qui vont se consigner dans le dossier. On a aussi des liens qui sont faits à partir des dossiers électroniques avec le fameux dossier Santé Québec. Alors, il y a un pompage de données là qui va chercher de la donnée beaucoup mieux structurée, puisque le peu de données qu'on y consigne au DSQ est généralement une donnée qui est assez intéressante et utilisable. On peut aussi se demander si les docteurs écrivent si mal, puis les professionnels écrivent si mal, est-ce qu'on pourrait laisser les patients écrire? Peut-être qu'eux écriraient mieux ou différemment, mais on peut se permettre d'en douter. Cela dit, ça allégerait quand même le fardeau de saisie de données et ça accroîtrait peut-être la pertinence de ce qu'on y retrouve, peut-être pas, me direz-vous. Et enfin, au-delà de tout ça, être capable d'imaginer pouvoir compter sur des structurateurs, finalement, d'arrêter d'essayer d'amener les cliniciens à faire différemment et d'utiliser des systèmes qui viennent pallier l'incompétence, entre gros guillemets, des cliniciens en matière de saisie structurée. Certains outils existent déjà là-dessus, Jean-Philippe. On en présente aujourd'hui deux. Vous voyez à gauche la délicieuse saisie manuscrite scannée qui est en rouge parce que lamentable et qui, grâce à certains outils d'intelligence artificielle, parfois qui parviennent à décrypter encore mieux l'écriture d'un médecin qu'une infirmière parvient à le faire, disons, nous permet d'arriver à une espèce de saisie qu'on a mis en jaune ici qui est semi-structuré. Donc, finalement, on est dans un champ libre, ce dont tu parlais tantôt, là, ces champs où finalement on rentre des informations, parfois des romans, comme ce que vous voyez là, et où il est difficile un peu de trouver de la donnée. Et ultimement, à l'extrême droite du schéma qu'on met en vert, une donnée qui est très structurée, où il n'y a pas vraiment l'option d'amener des détails, où tout est déjà mis dans des boîtes, qui est une donnée donc idéale à des fins de recherche, parfois un peu embêtante sur le plan clinique. Et vous voyez qu'au cœur, l'extracteur, le PARS-3, qui a été développé notamment par les gens du GRI, Université de Sherbrooke, en marge et en collaboration étroite avec les gens de l'unité de soutien SRAP du Québec, donc dans la première mouture de cette unité de soutien, en collaboration aussi avec Sepson, les gens connaissent le réseau canadien d'extraction de données, de structuration de données, permettent finalement de partir de cette boîte semi-structurée et puis produire une donnée structurée. Finalement, c'est un outil qui vient soutenir le clinicien dans son vœu et sa démarche de structuration. Finalement, ce que tu nous dis, Antoine, c'est qu'on a créé des outils pour être capable d'aller déchiffrer les hiéroglyphes. On a créé des outils pour essayer de prendre des données puis les coller ensemble pour, excusez l'anglicisme, mais pour faire sens, pour faire du sens. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mea culpa qu'on peut faire nous-mêmes comme profession? Puis est-ce qu'on ne peut pas, au-delà du cynisme, outiller les gens un peu mieux? Là, je tombe dans quelque chose de très, très de base pour les cliniciens qui nous écoutent, mais pour les autres, je veux quand même vous parler un peu de la réalité d'un travail de clinicien. En l'occurrence, c'est un travail médical, mais ça pourrait être d'un autre clinicien dans le domaine de la santé. Pour créer finalement, quand on va voir un médecin, c'est parce qu'on a un diagnostic ou qu'on a un problème de santé, puis on veut avoir une conduite face à ce problème de santé. Tout le monde comprend ça de façon assez succincte. Le processus d'écriture qui se passe ou de saisie de données, il est relativement simple. On a une plainte qui est un élément subjectif qu'on va examiner. Hein? C'est un examen mental. On va examiner, par exemple, la cognition de la personne, son état mental. C'est un examen physique, mais on va écouter son cœur, on va examiner son épaule. Donc ça, c'est des éléments qui sont objectifs. C'est la conjugaison de ces éléments subjectifs-là et objectifs qui va créer une analyse, au fond, hein, avec des fois des résultats de laboratoire qui sont aussi des éléments objectifs. Puis, cette impression clinique-là, en fait, cette analyse-là va nous amener à une impression clinique. Une impression clinique, au fond, c'est un diagnostic. Ce diagnostic-là peut être utilisable. En fait, différentes données peuvent être utilisables. Autant les données subjectives, objectives, mais il y a quand même un intérêt autour du diagnostic, puis autour de la conduite. Alors, ce qui semble hyper simple, je m'excuse, je t'ai interrompu, mais ce qui semble hyper simple, et pour vrai, nous qui sommes en enseignement, un défi du quotidien, en fait. Absolument. En fait, ce que tu es en train de nous dire aussi, c'est que quelque chose d'aussi simple que ce que tu viens d'évoquer, hein, la plainte, l'analyse, les éléments objectifs qui vont enrichir cette analyse, puis le plan qui en découle, cette organisation de base-là, on ne la retrouve même pas de façon systématique. Puis quand on évoque un changement culturel qui s'impose, c'est qu'on doit, dans ces dossiers-là, retrouver quand même, en dépit de tout le cadre que les dossiers apportent,
ces éléments de structure qui vont permettre à des extracteurs comme PARS-3, comme Sepsin, d'être capables d'aller quand même chercher cette information pour faire le travail de structuration qu'on évoque là. Écoutez, je m'excuse, la qualité de l'image, c'est juste que le propos qui est photographié ici est assez intéressant. Ce qu'on voit à l'écran actuellement, qu'on a dénominalisé, ce qu'on voit à l'écran, c'est une impression clinique dans un dossier électronique. Je vais prendre 2 secondes quand même pour passer à travers. Hein. Le patient a probablement consulté là, dans cette consultation pour un problème de santé mentale. En fait, le diagnostic qui a été retenu, qui est probablement exact, c'est un trouble de stress post-traumatique qui est en voie de chronicisation. Ça, cette première phrase-là qui est en caractère gras, elle est facilement utilisable par un extracteur de données. En fait, le diagnostic lui-même est utilisable. Tout ce qui est écrit en dessous sont des détails pour aller appuyer le diagnostic en question. Des détails, des fois, qui restent dans un dossier, qui restent collés comme des post-it qui seraient restés dans un agenda. Si on prend le temps de le lire, je vais quand même prendre 2 minutes parce que c'est intéressant de voir. On voit que le patient a été évalué en psychiatrie en novembre 2017. On voit qu'il y a un PTSD, ça veut dire trouble de stress post-traumatique, qui est chronique, secondaire à une agression, un harcèlement sexuel, exacerbé dans un contexte de démarche judiciaire. Il y a beaucoup de détails, en fait. Ensuite, on dit, nota bene, la personne qui a saisi le diagnostic, peut-être dans une autre rencontre, a utilisé son diagnostic précédent pour dire « Ah, il y a des symptômes qui répondent partiellement à la médication qui a été prescrite. » Il y a même des recommandations qui sont extraites d'une consultation avec un médecin psychiatre qui apparaissent là à l'écran. Écoutez, c'est touffu de détails qui sont pas utilisables. En fait, nous, on trouve que c'est pas utilisable. Ça semble logique hein, quand c'est écrit à l'écran. Pourquoi c'est pas utilisable? Ben, c'est désordonné. Il n'y a pas de date liée aux impressions qui sont là. Surtout quand vous finissez de lire tout ça. Mettez-vous à la place d'un autre collègue qui lit ça. Puis la première question qui me vient en tête, moi, quand je dis ça, c'est il va comment ce patient-là aujourd'hui? Exact. Comment il va? Il n'y a rien dans l'impression clinique qui est là qui me dit la raison pour laquelle le patient est venu voir son médecin, c'est-à-dire en fait soit faire un diagnostic comme tel ou voir l'évolution de ce diagnostic-là. Il n'y a rien dans cette note-là qui nous dit comment va le patient. Alors, comment utiliser les données sur l'évolution d'un patient? Ça me semble tout à fait impossible. Alors, je m'excuse, c'est pour la lourdeur de la diapo. Là, mais la lourdeur en dit long. Ce que tu évoques là-dedans, c'est de dire, ça, là, c'est un ramassis d'informations qui, glané pourrait éventuellement faire sens, mais ici, on est devant quelque chose qui ne fonctionne pas parce que n'est pas organisé, ne permet pas d'utiliser l'information à bon escient. Tout à fait. Le prochain exemple est un exemple fictif, mais ce à quoi pourrait ressembler une note, en fait, ce n'est pas parfait, mais ce à quoi pourrait ressembler une note qui est mieux structurée. Oui, on a un diagnostic dans la section d'impression clinique. On a le diagnostic qui est basé sur quel élément. On a les différents essais cliniques qui ont été faits par rapport à la médication, qui est avec le médecin au dossier comme co-travailleur ou comme responsable de soins. Là, en l'occurrence, on a mis une infirmière. Et surtout, on voit dans l'impression clinique comment allait ce patient-là en date de la consultation. Et le plan est plutôt clair. C'est simple, c'est pas long. Il y a moins de données, elles sont utilisables. Exact. Alors, on se rapproche de ce que le collège demande et en même temps, on devient aidant pour un extracteur et un structurateur qui pourra aller pomper les données puis produire au bout les informations dont on a besoin. D'ailleurs, ces informations, pour les rendre intéressantes pour les cliniciens, il est essentiel de les valoriser, un petit travail à faire, un travail qui fait face à un gros défi actuellement en clinique. Vous l'avez compris avec ce qu'on vous a présenté plus tôt, il y a peu de données. Il y a aussi très peu d'analyse, malgré quelques outils qui commencent à apparaître. Et pour l'instant, il y a encore très, très peu d'intelligence artificielle, pour ne pas dire pas du tout, notamment parce qu'il n'y a pas de données. Puis on le sait, en tout cas, ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'intelligence artificielle savez certainement que pas de données, pas d'IA, pas de bras, pas de chocolat. Des outils d'analyse, ben, ils sont en train de pousser de plus en plus. Des outils dans les dossiers médicaux électroniques que les utilisateurs connaîtront certainement vigilance. Dans certains dossiers médicaux électroniques, notamment dans l'ouest du pays, on retrouve des systèmes qui permettent de gérer très efficacement tous les narcotiques. Vous connaissez le fléau des narcotiques du côté britanno-colombien notamment et du côté ontarien de plus en plus. Chez nous, en marge, idem. Les benzodiazépines aussi, qui sont des médicaments à contrôle. Tous les systèmes d'analyse de données
qui sont en train de s'établir dans nos dossiers médico-électroniques. On utilise ici à notre clinique Mile de Medphar qui promet et qui permet en fait dès aujourd'hui d'avoir certains systèmes d'extraction pour connaître un peu les patients qui consultent chez nous, leur type de diagnostic et avoir certaines analyses automatisées. Des rapports réflexifs aussi qui sont en émergence. On en voit de plus en plus. PARS-3, l'outil d'extraction dont on parlait tantôt, on est un qui permettra sous peu de faire largement au Québec des rapports notamment portant sur le diabète, des rapports réflexifs sur le suivi des patients diabétiques dans les caseloads des médecins et des équipes. Mais ça viendra aussi avec d'autres ontologies en développement, apporter des données dans d'autres secteurs. Et puis l'IA, l'IA en santé, ça a l'air un peu magique. Là. Les gens à qui on en parle ont toujours l'impression que, un, ça n'arrivera jamais et que, deux, c'est un mythe. Bien, finalement, ce n'est pas vraiment tout ça. C'est tout simplement un instrument. En fait, l'IA, au final, Jean-Philippe, c'est un peu comme un stéthoscope qui aide à écouter le cœur. Bien, ça permet d'écouter les données, puis de tirer des données, certaines informations, et puis à partir desquelles on est capable de mieux soutenir les pratiques ou anticiper, permettre, par exemple, de mieux cibler le dépistage, le pronostic, et puis dans le soutien, bien, faire de meilleures anamnèses, un diagnostic différentiel plus étoffé, puis proposer des plans de traitement qui sont de meilleure qualité. Mais je réitère, l'élément clé, meilleures sont les données, meilleure sera l'intelligence artificielle, puis tous les bénéfices qu'on pourra en tirer. On connaît tous des informaticiens qui nous ont dit, vous avez tous entendu ça, hein, garbage in, garbage out. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire valoir aux utilisateurs de données s'ils n'ont pas eu le bénéfice ou s'ils n'ont pas retiré des bénéfices. On essaie de fonctionner, en fait, quand on a des gains, des fois, hein, chez nos collègues. Il faut avoir des gains rapides. Hein. Tu parlais tout à l'heure en fait, de vigilance, par exemple, qui est un aviseur thérapeutique dans le domaine pharmacologique. Ça, c'est l'exemple d'un gain rapide. Quand on est capable de, par un processus relativement simple, de croiser des médicaments, puis éventuellement des médicaments et des maladies pour avoir un conseil. Alors, c'est un niveau très simple d'intelligence artificielle, mais à partir du moment où un clinicien voit, lui, l'importance du conseil qui lui est donné, l'utilisabilité de ça, c'est un premier pas vers en fait, la disciplinarisation des données. Absolument. Absolument. Puis c'est d'ailleurs un facteur majeur pour gérer le changement. Plus il y a un intérêt à l'information qui est transmise aux cliniciens, plus le souhait ou la volonté ou la facilité de gérer le changement va être soutenu. Kotter, que tout le monde connaît, établit quelques étapes ou quelques éléments clés et stratégiques pour créer une gestion de changement, donc pour amener les cliniciens à embrasser cette philosophie de saisir différemment les données, de pouvoir en profiter avec les effets, comme on l'évoquait, d'information finalement, ou de rétroaction, de réflexivité. Kotter dit qu'il faut toujours qu'il y ait une certaine urgence de procéder. Bien, je ne vous cacherai pas que cette urgence-là, elle existe, puis on l'a traduite. La situation actuelle est intenable. Toute l'importance de la communication, hein, d'une vision, un leadership, les succès, puis c'est un peu une des raisons pour lesquelles on s'est intéressé à faire cette présentation aussi, essayer d'amener cette vision porteuse pour mobiliser les cliniciens, agir en tenant compte des bénéfices, des risques, consolider cette démarche-là, s'assurer qu'on la soutienne jusqu'au bout, et puis le faire en partenariat. Un changement de culture, ça ne se fait jamais en claquant des doigts. On dit toujours que la culture mange de la stratégie au petit déjeuner. Et bien, c'est ce qui se passe. Alors, cette urgence, je pense, Jean-Philippe, je n'ai pas besoin de t'en convaincre. La situation de données actuelle, c'est comme ça, Jean-Philippe l'évoquait au départ, qu'on s'est retrouvés, lui et moi, autour de cette thématique-là. Ça n'avait pas de bon sens. Nos constats, autant pour une perspective d'utilisation de données que pour une perspective de fonctionnalité dans une clinique d'enseignement, traduisait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, les lisibilités des dossiers, les enjeux de pieds carrés d'archives qui n'en finissent plus, la gestion de laboratoire qui est un cauchemar. Écoute, tu te souviendras quand on a commencé à pratiquer, c'est l'exemple que tu utilises souvent, comment des fois on se rendait la fin de semaine faire nos labos et ce qu'on nous avait sorti aux archives, c'est des piles, des kilomètres, des mètres en fait de dossiers où on traînait ça de notre bureau. En brouette, la plupart du temps. Oui, tout à fait. Alors, tu sais, l'urgence, elle était là, absolument. La temporalité des décisions qui est associée à ça, et ainsi de suite. Alors, puis imaginez, hein, rappelons-nous, la recherche des données pour les projets d'EQEP et autres, là, c'est un travail de moine, là, épique. Alors, vraiment, je pense que pour la majorité des cliniciens, pas dire la totalité, le niveau d'urgence est quand même assez évident.
On a de plus en plus de pression, de professionnalisme aussi, et le rapprochement qu'on a vu dans les dernières années autour de la recherche, puis notamment mobilisé en première ligne par le travail de Réseau 1 Québec, a été certainement pas étranger à ça. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de communiquer que Kotter met de l'avant. Alors, le leadership, donc de parler de ça, de faire des webinaires, d'amener ça à la table, ça fait partie des stratégies d'amélioration continue des pratiques. Le Collège des médecins aussi et d'autres ordres suivront bientôt qui, de plus en plus, nous invitent à regarder notre pratique comme professionnels et essayer d'avoir une réflexion concrète là-dessus. Alors, ça, c'est pas banal. Et puis, essayer aussi dans la communication de présenter certains succès concrets. Je vous parlais tout à l'heure d'outils de réflexivité sur le diabète. C'est un bel exemple de quelque chose d'assez simple, mais qui est concret et qui va peut-être donner le goût aux cliniciens d'aller un petit peu plus loin. Les bénéfices, ils sont nombreux, les bénéfices du dossier électronique. Hein. Il y a des risques, on y revient, mais il y a des bénéfices. Toute la capacité autour des données qu'on vient de vous présenter, elle est majeure. La productivité aussi s'accroît. La continuité pour les patients, la capacité de lier les informations à ce qui se passe à l'hôpital, hein, via le DSQ notamment, Dossier Santé Québec. Tout le volet de collaboration, quand on est lisible, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une travailleuse sociale, une pharmacienne, une infirmière qui sont capables de nous lire, qui ont envie de nous lire, puis qui ont envie de nous parler, et puis qui ont envie de travailler avec nous pour l'amélioration du bien-être des patients. Tout l'apprentissage à vie avec la réflexivité, ce qu'on évoquait, et finalement, un ensemble d'ingrédients essentiel à la part d'intelligence artificielle qui va devenir un must. Je dirais même que le DME, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, ça apporte un changement culturel. Quand on intègre ça, notre façon de pratiquer est différente, est probablement plus efficace. Notre façon de donner les rendez-vous est probablement plus efficace. Ce qui est le nerf de la guerre pour des cliniciens, c'est le nombre de rendez-vous disponibles. Hein? Mais d'utiliser une façon de faire où ce qu'on écrit vaut immédiatement quelque chose. Quand on parle de valorisation des données, ce n'est pas seulement en recherche pour les gens qui sont en recherche, c'est aussi la valorisation clinique pour l'utilisation clinique. Tout à fait. Par contre, comme ce que tu dis, oui, c'est une valeur immense, mais il y a aussi un risque associé à ça, ou des risques du moins, s'abandonner au dossier, finalement, oublier le patient, oublier l'apprenant, puis se concentrer sur les dossiers. Combien de fois j'ai entendu des patients se plaindre auprès de moi d'apprenants qui passaient trop de temps devant l'écran, puis probablement certains qui ont pensé la même chose de toi et de moi, puis qui ne nous l'ont pas dit. Sombrer aussi dans une obsession relative à ces données. Si on fait ce changement de culture, puis que les gens plongent là-dedans à tête baissée, ou encore pire, occulter complètement les données, donc se mettre en retrait de la démarche qu'on avance là. Et ultimement, puis ça aussi, c'est partout sur les lèvres, tous les enjeux de protection des données, les enjeux de piratage et tout ce que ça demande pour protéger ces données qui sont de plus en plus claires, accessibles et circulables. Alors, tout n'est pas rose dans le monde des DME, c'est pour ça qu'on parle de menaces et de promesses. Hein? Mais ce dernier point-là ne doit pas être une raison d'être résistant à l'utilisation des données, hein? Parce que c'est des éléments techniques, là, et on peut passer outre ça. Absolument. Ben oui, comment consolider la démarche? Effectivement, il faut adapter, comme je vous ai dit plus tôt, une terminologie, une sémiologie, donc une nomenclature qui est plus adaptée. Hein? L'exemple de l'aspirateur était éloquent. Il faut, oui, instaurer des partenariats entre les patients et entre les patients et le public. En fait, tu notais l'élément de partenaire. Le patient comme partenaire va devenir de plus en plus important. Je fais juste une très petite parenthèse rapide. Le dossier, là, c'est pas notre dossier. Il appartient au patient, ce dossier-là. Absolument. Et on est à minuit moins une pour que les patients aient accès à leurs données. De plus en plus, ils ont accès à leurs dossiers. Alors, moi, je pense qu'on remet ça au centre de nos préoccupations. Nos préoccupations, c'est la personne qu'on traite. Et ce dossier-là lui appartient. Elle peut éventuellement saisir, mais éventuellement aussi juger de la qualité de ce qu'on écrit. Je pense qu'il faut que dans le changement de culture, il y a ça aussi. Absolument. Puis dans la consolidation de la démarche, je pense que si on embarque dès maintenant ce partenaire patient à bord et qu'on en fait un acteur de cette transformation culturelle, je pense que ça va devenir un facteur de consolidation. Je ne pense pas que les citoyens vont vouloir revenir en arrière quand on va leur permettre de communiquer de l'information clinique avec leurs cliniciens, d'échanger avec eux, de contribuer à construire leur dossier. Tu sais, combien de fois tu as des patients qui arrivent avec des listes de tension artérielle, puis disent, gars, j'ai pris mes pressions. Ils ont envie de contribuer à nourrir le dossier. Ils ont envie qu'on le voit, qu'on le mette là-dedans.
Alors, tu sais, là, pour l'instant, je reçois ça, bon, il faut le numériser. Puis alors, il y a vraiment une porte qui s'ouvre là, pour amener ce volet de la donnée. On a parlé de celle qui vient des cliniciens, mais tu as raison, celle des patients. Moi, je suis comme toi convaincu que la consolidation de la démarche va passer par là. Oui, puis maintenant qu'on leur partage des données, hein, les cliniciens étaient très résistants à ce qu'on partage des données. Tu te rappelleras quand on a, avec le Carnet Santé Québec, entre autres, là, dont tu as été témoin au centre de la bête, en fait, on se rend compte que les patients, la majorité des patients l'utilisent extrêmement bien. Ça ne surcharge pas notre travail et ça vient nourrir, c'est précurseur à ce que le patient puisse aider à nourrir son dossier. Absolument, absolument. Puis finalement, quand on regarde les CanMeds, on voit facilement, on imagine du moins apparaître une pétale sur les données qui viendrait se greffer à ces compétences qu'on va attendre de tous nos cliniciens. CanMeds, hein, Jean-Philippe, c'est ce modèle d'acquisition de compétences qui gouverne le monde médical, tant chez les médecins de famille que les autres spécialistes, mais c'est un monde finalement qui fait le portrait de ce qu'on attend des cliniciens. À quand la donnée et pourquoi? Bien, sans doute à cause de ces éléments émotifs en arrière que tu évoques aussi et qu'on va devoir gérer, gérer les émotions. Tout le monde a peur avec l'intelligence artificielle, des émotions vont naître de ça. On va se faire, d'abord, on va se trouver mauvais parce que l'intelligence artificielle, c'est des choses de plus que nous, ou rentrer de la donnée, on le fait moins bien qu'un autre, ou nous, on n'a pas les rapports de qualité parce qu'on ne fait pas bien ce qu'il faut faire. Il y a des peurs de poursuite aussi qui s'en suivent avec ça. Quand on écrit mieux, plus clair, plus ou différemment, ou que cette information-là peut être extraite, on pourrait mettre en évidence des enjeux qui vont faire peur. On a toujours peur à la comparaison. Ça, c'est inhérent au travail. Autant on se compare sans arrêt, autant quand on nous compare, la peur émane. On a aussi une peur de contrôle. On se rappelle de l'ère Barrett, notamment, qui a donné cette perception plus que jamais qu'on contrôlerait les cliniciens de façon éhontée. Et enfin, la contrainte, hein, quand on fait ça, si ça ne nous tente pas de le faire, mais avoir peur d'être contraint, ça va être aussi un enjeu de taille. Mais là où, peut-être que je prends un peu d'avance, mais là où les gens de la recherche sont plus qu'importants, c'est pour nous aider à changer cette culture-là. Absolument. Et pour nous aider à nous amener des données que nous, on va pouvoir utiliser. Ouais. Et en les utilisant, se dire, OK, on n'essayait pas de me contrôler. Ouais. On essayait de me faire avancer. On essayait de me donner un portrait de ma pratique, de me dire, non seulement ça, on peut voir dans un avenir assez proche, on dit, écoute, toi, Dr. Groux, en diabète, là, tu te débrouilles relativement bien, mais peut-être que tu pourrais être plus à jour sur telle affaire. Ça t'aiderait à mieux contrôler tel ou tel paramètre. Et on est à l'aube de ça. Mais absolument. Puis je pense qu'une des clés pour éviter cette perception de contrôle-là, notamment, et encore sauver beaucoup d'émotions dans la balance, c'est ce partenariat qui est clé. Si on fait ça avec les décisionnaires qui décident de tout puis qui donnent les orientations à suivre de façon très directive, je pense qu'on va frapper le mur. Si on le fait à l'opposé avec les collègues cliniciens entre nous, qu'on le fait avec les décisionnaires, avec les chercheurs, puis comme tu l'as bien répété, avec les patients, je pense que quand on le fait de concert avec un objectif final porteur, comme par exemple le quadruple objectif dont on parlait au début de la présentation, un objectif qui est très holistique, qui est très intégrateur, bien, si on le fait à cette finalité-là, puis qu'on arrête de regarder le nombril du clinicien X, Y et Z et qu'on essaie de voir ça dans un grand portrait et en le faisant avec le patient pour le patient, bien, je pense que ça, c'est autant de facteurs qui vont faire en sorte que ce changement-là, il ne sera pas lubique ou licorne, mais ça va être un véritable changement. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce qu'on vient de dire aujourd'hui? Que l'amélioration, est au cœur du professionnalisme clinique. Je pense qu'on l'a bien démontré. Absolument. Le DME, c'est un outil qui peut être perçu au départ comme étant une menace, hein, comme on a dit, à cause de tout ce qu'on a expliqué. J'espère qu'on va le voir rapidement comme un facilitateur, comme étant quelque chose qui nous nourrit. Prometteur. Oui, prometteur. On a vraiment un rôle par rapport à la qualité de ce qu'on saisit. Ça, c'est notre rôle à nous. C'est à nous de prendre le bateau pèlerin et de collectivement améliorer nos données pour avoir une analyse diagnostique peut-être plus sensible. Puis en ce sens-là, ce n'est pas qu'un message aux cliniciens. La qualité des données cliniques, oui, bien sûr, cliniciens qui êtes à l'écoute, je pense que vous avez un rôle à jouer, mais je pense aussi que l'ensemble des autres acteurs, toujours dans cette perspective de partenariat, ont un rôle à jouer pour encourager l'amélioration de la qualité des données. Je rêve de ce jour où un patient me dira « Hey, Groux,
tu as écrit telle affaire à ta place, je suis pas capable de comprendre ce que tu veux dire. Ah, ben c'est super, tu as lu ça, c'est donc intéressant. Je vais l'écrire autrement, je vais accroître la qualité, l'intelligibilité et encore là, le partenariat. Alors, ça aussi, c'est un élément, je pense, à retenir et un message qui s'adresse à tous et aux chercheurs aussi. Ne pas négliger de traduire aux cliniciens la valeur pour vous, chercheurs, de données de qualité pour aider l'amélioration de la pratique clinique, des pratiques organisationnelles et ainsi de suite. Je rajouterais qu'aux décideurs, peut-être aussi de comprendre la qualité des outils qu'on utilise et de militer vers des outils qui sont utilisables dans cette perspective-là. Absolument. Puis beaucoup en lien avec le point suivant auprès des décisionnaires sur l'efficacité de la personne, l'efficience. Pour les décisionnaires, l'argent parle beaucoup, bien sûr, le bien-être citoyen, mais l'optimisation de l'utilisation des ressources dans un monde où ces ressources sont limitées compte énormément. L'accroissement de la pertinence à travers cette démarche-là a une valeur très élevée aussi pour ces partenaires précieux. Des données structurées impliquent et vont porter une valorisation plus optimale aussi des données. On va être meilleur pour le faire, vous avez compris. Jean-Philippe le nommait, garbage in, garbage out, une intelligence artificielle extrêmement prometteuse, malheureusement encore aujourd'hui trop embryonnaire à cause de ce défi qui est devant nous de créer de la bonne donnée, permettre de la réflexivité, de la rétroaction, d'aide à la décision. Ça s'en vient, mais pour ça, il faut le faire et la structuration des données est clé. Et puis enfin, mettre de l'avant cette culture d'amélioration continue de qualité, créer de la valeur en s'appuyant sur le dossier. Ça va être dans tous les cas tributaire du partenariat et d'un partenariat qui va concourir à amener tous les acteurs concernés à transformer cette façon d'apporter de la donnée au moulin. Cette dernière phrase, je pense, résume notre motivation du travail qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Et sur ça, on va vous remercier et il nous fera plaisir pour les prochaines minutes de prendre vos questions. Je ne crois pas que nous ayons abusé du temps, ce qui devrait nous permettre de prendre le temps qu'il faut pour vous écouter. Merci beaucoup. Mon Dieu. Merci beaucoup, vraiment, pour aussi le respect du temps. Justement, ça permet d'engager tout le monde dans la discussion. Donc, je veux juste rappeler aux personnes présentes dans l'auditoire que vous pouvez toujours poser vos questions, soit en levant la main si vous voulez vous adresser directement ou de façon plus simple par écrit. Donc, n'hésitez pas, puis je vais communiquer votre question au présentateur aujourd'hui. Merci pour la présentation dynamique, c'était super intéressant. Vraiment une présentation exemplaire. Vous êtes allé vraiment en profondeur sur vos points. Je suis vraiment, moi, ça m'a stimulé de remplir 2-3 pages de questions, mais je vais me concentrer, inquiétez-vous pas. Donc, ma première question va à un écueil que je semble avoir vu un peu, puis je suis vraiment intéressé de vous entendre parce que vous avez beaucoup parlé d'outils de traitement a posteriori des données pour tenter de les restructurer, de les contextualiser. Qu'est-ce qu'il en est d'un outil a priori de saisie de données? Donc, pourquoi on ne structure pas ou on ne met pas des efforts supplémentaires? Et peut-être qu'il y en a, c'est juste que vous ne les avez pas présentés, mais pourquoi on n'a pas de meilleurs outils ou comment on pourrait développer de meilleurs outils qui permettraient justement une saisie de données beaucoup plus à la hauteur de la réalité des cliniciens sur le terrain, puis qui permettrait justement une meilleure contextualisation et tous les beaux outcomes que vous nous avez présentés aujourd'hui? C'est une excellente question. En fait, il y a deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est que en amont, finalement, les outils qui ont été produits, Jean-Philippe présentait la diapositive sur le caractère inadapté de beaucoup de dossiers électroniques. On n'a pas très envie, comme clinicien, de rentrer les données, souvent parce que ces dossiers ne sont pas nécessairement construits en fonction de comment, soit on a été formé pour penser, ou soit comme on a été formé pour saisir de l'information. Alors ça, c'est inhérent à l'architecture du dossier électronique, ça en amont. Deuxièmement, en amont, c'est tough. Ça ne tente pas au docteur de changer sa façon de faire, ça ne tente pas au clinicien d'écrire différemment. La palliation d'un modèle de structuration a posteriori apparaît requise parce que le premier bout ne passe pas. Notre prétention, c'est un peu ce qu'on évoque, on pense que plus les cliniciens vont voir la valeur ajoutée de pouvoir compter sur de la réflexivité, compter sur des
des rétroactions, de l'information qui va être porteuse pour eux, qui va les aider à devenir professionnels, plus ils vont avoir envie de se dire, ben, je vais faire un effort de plus parce que c'est intéressant ce que ça me donne. Et là, probablement qu'on va voir en amont de plus en plus de gens dire, hey, ça ne me prend pas beaucoup de temps de plus de cliquer le petit nom qui sort en dessous quand je le rentre que de l'écrire de façon champ libre, puis que là, ce soit tout de suite inutilisable. Ça ne me prend pas beaucoup plus de temps, puis je sais qu'il y a une valeur parce que j'ai remarqué que, par exemple, en diabète, on est capable de me donner un portrait, puis quand mon portrait, moi, il n'est pas bon, puis celui de Jean-Philippe, il est bon, puis que je vérifie pourquoi, Jean-Philippe me disait, ben moi, c'est parce que je prends le temps de saisir en diabète mes affaires, mais et là, je prends goût à le faire. Donc, notre prétention, c'est que le travail en amont, c'est pas qu'il ne faut pas le faire, mais on ne pense pas que c'est la clé à court terme. Exactement. Dans une version précédente de cet atelier qu'on présente aujourd'hui, là, on l'a présenté sous plusieurs formes à plusieurs auditoires. On avait présenté, on avait parlé de certains outils justement qui le permettaient de saisir en amont. Feu Purkinje, qui est un dossier médical électronique qui a été maintenant, Feu, donc qui est disparu, avait ce système de saisie semi-automatique. Pourquoi il n'était pas utilisé? Précisément à cause de ce qu'Antoine vient de dire. C'est-à-dire que quand on ne voit pas la plus-value de le faire, ça ne donne rien. Actuellement, je suis en train de travailler sur un projet de recherche sur des, en fait, comme centre d'investigation sur des commotions cérébrales. L'outil que mes collègues ont développé pour ça est exactement fait sur ce modèle-là, à savoir choix de réponse, tout ça. Relativement intéressant parce que tous les gens qui l'utilisent, à qui j'ai parlé, trouvent que la donnée que ça peut nous apporter assez rapidement est utilisable. Ça fait changer rapidement la pratique sur un sujet précis. Alors, si on n'en voit pas la plus-value, c'est pas utilisé. Il y a d'autres façons de faire pour saisir des données. La reconnaissance vocale, moi j'utilise la reconnaissance vocale depuis plus de 10 ans. C'est une façon de saisir. Mais en fait, ce que les cliniciens perçoivent, ce que moi j'en comprends, c'est que en fait, il n'y a pas beaucoup d'outils qui traduisent la façon de penser. Donc, c'est un peu l'œuf ou la poule, en fait. Puis on a décidé de commencer avec la poule. Avec la poule. La poule est en deuxième ou en premier? C'est une réponse très exhaustive qui répond à plein d'interrogations par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont réagi pendant que vous répondiez. Je vais essayer de structurer 2-3 questions ensemble, puis peut-être vous relancer sur ce sujet-là. Il y en a beaucoup qui nous disent en tout cas, qui ont l'hypothèse que c'est possible justement de peut-être vraiment plus travailler en amont pour éventuellement avoir des données. Donc, on serait capable à la fois d'avoir des données utilisables et valorisées par le clinicien au point de vue de son impact et donc qui l'encourage donc à avoir un cycle de rétroaction entre la saisie et les données obtenues, mais qu'il faudrait aussi travailler en amont par des formulaires standardisés, par exemple, par des structures de notes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, en fait, c'est un peu ce qu'on a dit. On est d'accord, on le fait. Jean-Philippe et moi, on est des adeptes de ça. On utilise ce genre, Jean-Philippe, du texte standardisé, numérisé. On utilise de plus en plus certains éléments cliquables, puis moi, je les utilise frénétiquement, méthodiquement. Et reste qu'on est deux bébites passionnés de ça, qui voyons la valeur de ça parce que ça nous passionne. Malheureusement, c'est le message qu'on passe, c'est qu'on est un peu l'exception. J'en parle à ma femme qui est médecin de famille, une médecin que j'estime au plus haut point dans son rôle de médecin de famille, mais qui n'a pas un grand intérêt pour ce qui est avant là. Et effectivement, c'est plutôt elle qui représente, de notre perception du moins, la masse, la perception globale et générale des cliniciens. Alors, notre prétention n'est surtout pas de dire que ce n'est pas possible et qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, on le fait autant qu'on peut. On rêve que les outils s'adaptent, mais rappelez-vous, un dossier médical électronique, c'est la propriété de cliniciens. Quand ils améliorent ou qu'ils adaptent le dossier, ils ne le font pas pour faire plaisir au gouvernement, pour le faire plaisir aux chercheurs. Ils le font pour faire plaisir à celui qui paye, qui est un clinicien dans sa clinique médicale, qui paye une licence annuelle. Puis quand ils veulent répondre à ses besoins, ils ont une approche client qui est pleine de bon sens et très connue, qui est de dire, toi, docteur, toi, infirmière, qu'est-ce que tu voudrais qu'on ajuste? Bien, la demande, c'est bien rarement de dire « Ah, ben mets-moi des formulaires standardisés qui vont me permettre d'avoir des données facilement extractibles, qui vont me donner des portraits réflexifs. » C'est pas ça que les cliniciens disent. Ils disent « Donne-moi de quoi tu simplifies mon travail, s'il y a du semi-automatique, mets-moi ça. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit facile. Mets-moi de... »
C'est ça qu'ils demandent. Alors, il faut se rappeler ça. Donc, si on veut que l'amont soit poussé un petit peu plus fort, il va falloir qu'il y ait un travail probablement plus avant avec des instances gouvernementales ou d'autres bailleurs issus du monde de la recherche, par exemple, qui vont dire, écoutez, nous autres, comme groupe de recherche, on va participer au développement, au financement d'un développement de dossier électronique qui, à la fois, va répondre aux besoins du clinicien, mais qui pourrait faciliter l'organisation ou la structuration de données, la granularisation de données en amont, et tout le monde va gagner. Mais il faut qu'on fasse ces pas-là. C'est pour ça que tantôt, on parlait on a tellement insisté sur le partenariat, oui, avec les patients, mais pas seulement avec les patients, avec l'ensemble des autres acteurs, décisionnaires, chercheurs et cliniciens à cette même finalité. Je pense qu'on aura besoin d'experts en gestion du changement aussi. C'est un domaine de pratique et de recherche aussi, mais les experts en gestion du changement, pour cette partie précise, nous semble, dans notre analyse, assez centrale. Tout à fait. Un facteur de changement central. Super. Avant de poursuivre avec d'autres questions de l'auditoire, je donnerai peut-être la parole à ma co-animatrice Pamela, si elle voulait poser une question. Et après ça, je vais revenir avec d'autres. Vous avez suscité énormément de questions, donc je ne pense pas qu'on va toutes les passer, mais je vais travailler à essayer de les rassembler pour que tout le monde soit content. Donc, Pamela, je te cède la parole. Oui, il y avait une autre question qui revenait souvent, qui est à propos de la confidentialité. Fait que, par exemple, quand on a des dossiers électroniques, souvent, il y a plusieurs professionnels qui peuvent avoir accès à ces notes. Mais si, par exemple, un patient ne voudrait pas que les notes de son psychologue ou son travailleur social apparaissent accessibles aux autres professionnels, comment vous réagirez à ça? Ça serait quoi vos suggestions? Comment qu'on pourrait faire pour pas qu'ils soient accessibles? Est-ce que c'est possible même? Donc, on aimerait savoir votre opinion. Bien, ça réfère à un autre sujet qu'Antoine et moi, on partage souvent autour d'un café ou d'un verre de vin, c'est l'aspect du consentement. Puis, au royaume du consentement, le client est maître, c'est-à-dire que nous, on essaie d'expliquer, ben pas on essaie, en fait, on explique très bien, je pense, aux patients qu'est-ce qu'on fait avec les données. Puis, en fait, je pourrais en parler longtemps, là, on pourrait en parler longtemps, mais disons, en résumé, ici même, à la clinique où on travaille tous les deux, on a fait un consentement en 4 volets. C'est sûr que si quelqu'un avait une réserve sur des éléments très précis du dossier, on le note puis on fait tout ce qui est possible, évidemment, pour protéger la confidentialité. Alors, mon pifomètre me dit que c'est très rare, ce que vous dites. C'est très, très rare que les gens veulent garder des informations. Ça arrive, là, mais qu'il y a des informations qu'on veut absolument cacher à d'autres professionnels. Ça nous semble plus du domaine de l'imaginaire que de la réalité. Il y en a, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas, mais moi, en 17 ans de pratique, je n'ai pas vu ça souvent, des gens qui disaient la consultation là, avec le psychologue, là, je veux pas. C'est bien plus la consultation avec le psychologue, je ne veux pas que vous le partagiez avec ma femme, qui est aussi votre patiente. Et évidemment, ça fait sens, on ne fera jamais ça, mais cet élément-là, je pense qu'on le traiterait au cas par cas, puis on est très jaloux du consentement. Je vais donner 2-3 exemples aussi qui vont dans ce sens-là. On parle beaucoup de consentement avec le dossier électronique, puis je suis toujours surpris de voir à quel point on n'en parlait pas avec le dossier papier. Alors, mon expérience antérieure avec des dossiers papier qui traînent, pour lesquels on n'a aucune capacité de journaliser qui a eu accès, qui est allé voir quoi, est-ce que le patient a vu, est-ce que les cliniciens ont vu, est-ce que Mme Tartampion a vu le dossier de M. Tremblay, ça, là, on n'avait pas ça. Aujourd'hui, avec les dossiers électroniques, on parle énormément du consentement parce qu'on a très peur de la circulation de données, mais en même temps, on a entre les mains une capacité de journaliser les accès qui est ahurissante. Alors, quand un patient finit par nous dire « Hey, by the way, moi, mes consultations en santé mentale, je veux sous aucune considération que quelqu'un, même dans la clinique, puisse les lire. » Parce que là, le bonheur, c'est que ça ne sort pas de la clinique de toute façon. Hein? Quand c'est dans la clinique, ça ne peut pas être vu à l'hôpital et inversement. On est encore dans ce monde de silos et de cloisons infinis. Alors ça ne passe pas. De toute façon, ce n'est pas là. Bref, une fois qu'on dit ça, il y a une peur, hein, je parlais de gérer les émotions, il y a une peur liée à l'électronique qui n'a pas toute sa raison d'être. En même temps, le consentement, comme l'évoquait Jean-Philippe, est une condition sine qua non à ce qu'on puisse utiliser les dossiers électroniques correctement. Il faut que ce soit le patient qui décide et il faut que les dossiers nous permettent de mettre à off certaines informations, le cas échéant. Jean-Philippe parlait de 4 modes de consentement dans notre clinique. Tu consens aux soins. Après, tu consens spécifiquement au partage d'informations avec d'autres professionnels, spécifiquement.
Ensuite, tu consens à l'amélioration continue de la qualité. Tout ça est explicité chaque fois. Puis enfin, tu consens à un recontact à des fins de projet de recherche orientés. Donc, les diabétiques qui ont un projet de recherche sur le diabète, autorisé par un comité d'éthique, autorisé par la clinique, et à ce moment-là, tu peux être recontacté et tu as encore le loisir de dire non, ça ne m'intéresse pas. Alors, tu sais, on est allé vraiment méthodiquement et avec ça, bien, on est capable d'avoir un dossier. Puis de plus en plus, dans le dossier, ces items-là de consentement, on est capable de les identifier. On est même capable de faire notre amélioration continue de qualité en soustrayant les patients qui n'ont pas consenti à ça. Fait que tout ça est modulable avec l'électronique, alors qu'avec le papier, on pouvait rien faire. Puis juste pour répondre très spécifiquement avec des chiffres, là, pour le opting out par rapport à l'interutilisabilité, ça frise de 0%, là, si je me trompe pas. Pour la recherche, peut-être un peu plus, mais... Ouais. En fait, on a, pour info, c'est vrai, c'est intéressant, mais on est à 100%, pas 99,9, on est à 100% sur 9000, nos 9000 premiers patients qui sont venus chez nous, là, pour le moment, avec ce modèle de consentement, 100% a accepté le partage interprofessionnel dont vous parliez. 100% sur 9000. Ce n'est pas un échantillon de Québécois, Québécoises, ben, c'est 9000 de nos patients, vulnérables, jeunes, vieux, non vulnérables, nommez-les, 100% de consentement. Et pour ceux qui se poseraient la question, on a fait l'explication du consentement absolument dans les règles de l'art. C'est-à-dire, ça n'a pas été monsieur, madame, signer ça sur un coin de bureau. Ça a été très, très bien fait. On pratique dans Limoilou, à Québec, qui est dans un milieu socio-économique très divers, avec une surreprésentation de gens avec une pauvreté sociale et en santé mentale. Donc, des gens qui auraient, on s'assure qu'ils ont compris, là, mais qui auraient toutes les raisons du monde de dire « moi, je ne veux pas qu'on voit mon dossier ». Et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Merci beaucoup pour vos réponses extrêmement précises et exhaustives. Le temps nous file entre les doigts, donc on serait à la... Je vais essayer de regrouper une question qui peut-être sera difficile, mais ça sera la dernière. Il y a énormément de personnes qui ont posé des questions par rapport à la relation entreprise privée, développeur de DME et service public. Donc, je vous mets un petit peu en contexte. Quand on regardait même votre slide de partenariat, on ne retrouvait pas l'entreprise privée dans votre partenariat, mais je suis sûr que vous l'avez en tête. J'aimerais vraiment ça vous entendre parce que tout ce que vous avez nommé, amélioration continue, saisie de données, on peut avoir du rétro-feedback de patients, cliniciens, personnel administratif pour améliorer la saisie de données, améliorer le pool de données de nos systèmes. Comment on travaille ce partenariat-là pour s'assurer qu'on a une relation avec une entreprise privée qui développe ça, qui est réactive, qui est pérenne dans le temps, puis qu'on s'assure que vraiment ça continue de répondre aux besoins des services publics dans un système où il faut continuellement apprendre de nos données pour implanter des nouvelles solutions. Écoutez, je me lance là, à votre question. Est-ce que le partenaire entreprise pourrait ou devrait être là? La réponse est oui. Oui, il pourrait être là. Il devrait être là. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis? Pour nous, il est un peu implicite, comme vous l'avez évoqué. Dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, il est aussi un peu litigieux. On a vu des situations extrêmement délicates entourant le dossier électronique et l'entreprise privée. Il y a un des fournisseurs que je ne nommerai pas aujourd'hui qui a été notamment pointé du doigt à de nombreuses reprises pour une utilisation justement pas toujours bien consentie. Alors, ces événements sentinelles-là qui ont eu lieu, puis je pense que depuis, ils ont corrigé le tir, ou du moins, ils ont travaillé à ça, mais ces événements sentinelles ont souvent créé beaucoup de méfiance chez les cliniciens à l'égard des fournisseurs de dossiers électroniques ou de solutions d'intelligence artificielle qu'on va voir exploser, je pense, le jour où la donnée va être disponible. Ça va venir, là. Ça ne sera pas juste l'intelligence artificielle du public, il va y avoir des champions du privé, on en connaît, là, des entreprises à Montréal, à Québec, qui sont des championnes de l'intelligence artificielle. Sherbrooke aussi en a. Alors, tu sais, ces entreprises-là vont venir se joindre et vont vouloir collaborer. Je pense que l'une des clés, ça va être la transparence. Il va falloir que les entreprises qui viennent là mettent carte sur table, ne soient pas que des entreprises où le caractère lucratif est mis à l'avant-scène. Je pense que le caractère de l'entrepreneuriat responsable et social va faire la part belle à la collaboration entrepreneuriale qui va émerger. Peut-être que plus tard, le volet lucratif pourra émerger, mais je crois que dans un premier temps, ce sont ces entreprises-là qui vont faire
les plus grands pas et qui vont avoir les plus grands bénéfices. Puis malheureusement, on n'en voit pas encore beaucoup de ça. Un. Deux, je pense que des approches comme celle que le ministère a adoptées, le ministère de la Santé et des Services sociaux, puis je vais laisser Jean-Philippe en parler, de normalisation ou d'homologation, de certification de certaines solutions sur la base de principes de respect éthique et autres. Je ne sais pas si tu vas en parler, mais je pense qu'il y a là… Tu as lu dans ma tête, parce que c'est exactement, j'avais répondu, j'aurais parlé de l'homologation. En fait, il y a des critères. Ne devient pas dossier médical électronique ou dossier clinique informatisé. Ça, c'est la couche hospitalière, le DCI. Ne devient pas DME ou DCI qui veut. Il y a des critères d'homologation qui sont extrêmement rigoureux, extrêmement serrés, qui sont, je vous le jure, vérifiés et avec pénalité à l'appui s'ils ne sont pas respectés. Et c'est dans ces critères d'homologation-là, il y en a qui sont à différents niveaux, au niveau de l'utilisabilité, au niveau de la confidentialité, enfin, à tous les niveaux du dossier électronique. Donc, je pense que les décideurs du côté public ont vraiment quelque chose à dire par rapport à cet aspect-là. Effectivement, on ne l'a pas inclus, mais pour nous, il est en arrière-plan. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup avec les dossiers médicaux électroniques, les compagnies de DME, et eux, ils répondent à la commande, en fait. Sachez qu'ils répondent à la commande. Super. Je vais m'abstenir de plein d'autres questions et commentaires. J'espère vraiment avoir l'occasion de vous reparler parce que ça anime plein d'interrogations que j'ai en tête. Mais sachez que c'était extrêmement pertinent et intéressant. Il y a d'autres questions qui venaient de l'auditoire parce que vous en avez reçu plusieurs qui vous seront transmises. Donc, pour les personnes dans l'auditoire, vos questions vont être transmises directement au présentateur. Donc, juste avant de vous laisser partir, je veux seulement vous rappeler notre prochain webinaire. Donc, notre saison de webinaire est activement commencée. Donc, notre prochain webinaire aura lieu le 26 novembre 2021 sur l'évaluation et l'amélioration de l'utilisation des centres de répartition des demandes de services du Programme québécois d'accès prioritaire aux soins spécialisés par professeur Fleet, Jean-François Clément, Karine Sauvé et Marie Beauséjour. Donc, je vous rappelle que tous nos webinaires sont disponibles sur YouTube après un certain nombre de temps, que vous pouvez nous écrire. Et surtout, n'oubliez pas de joindre notre liste de membres. Donc, merci beaucoup à nos présentateurs. C'était excessivement intéressant et j'espère qu'on vous reparlera bientôt. Au revoir. Merci. Un gros merci à vous de l'invitation. Au plaisir.